Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-Lessens. Alors Bernard Rousse, on va parler de choses que vous n'avez pas parlé, mais pour l'interview, je vais avoir besoin un petit peu de vous faire connaître auprès du public. Est-ce bien nécessaire? Est-ce bien nécessaire? Bernard Rousse, vous n'êtes pas un professeur d'histoire, vous n'êtes pas historien. Vous avez d'abord commencé en étant un professeur de mathématiques. Mais oui, il en faut, hein, si vous voulez, c'est comme ça. Hein. Les maths, c'est très utile, ça mène à tout, la prof. Non, c'est vrai, je répète bien, je ne suis pas historien, mais j'utilise ce que font les historiens. En particulier, ce que fait la société archéologique. Depuis des siècles, je veux dire, on a une documentation très importante, autant s'en servir. Faire connaître, entre autres, les travaux des autres, des historiens, des profs d'histoire, etc. Donc là, c'est faire connaître un petit peu le lien, l'idée c'est ça. C'est un peu l'enseignement, c'est ici un peu un virus d'enseignant. Alors comment on passe, Bernard, justement, de professeur de mathématiques? On sait que vous étiez déjà passionné à l'époque, parce que moi, je n'étais pas un ancien élève de Bernard Rousse, mais je le croisais dans les couloirs du lycée, pour être honnête avec vous, donc c'est toujours impressionnant. Mais vous avez toujours été passionné par l'histoire, et comment vous avez basculé de l'autre côté en disant, je vais me mettre à parler d'histoire, j'arrête les maths, je vais me mettre à faire l'histoire. Non, j'aime bien. Ce qui vous a passionné. J'aime bien les maths aussi, hein, c'est pas interdit. Non, mais il y avait un choix à faire à un moment, soit l'histoire, soit les maths. Les profs m'ont dit, fais donc des maths, on peut toujours faire de l'histoire à côté. À l'envers, c'est plus difficile. Parce que les mathématiques, c'est quand même très très prenant de ce point de vue-là, son enseignement. Donc, j'ai fait prof de maths, mais en ayant toujours comme passion parallèle, si je peux dire, l'histoire locale. C'est-à-dire qu'à Sens, on tombe dessus sans le faire exprès. Hein. On se promène, tiens, il y a une cathédrale, tiens, il y a ceci, enfin bref. Les monuments, en quelque sorte, sont des témoignages de l'histoire de Sens. Et vous êtes riche d'anecdotes, puisqu'on va se mettre à parler effectivement d'histoire. Sens est une ville très vaste en termes d'histoire. Il y a un lieu, un endroit, une histoire. La cathédrale, on va pas en parler tout de suite, parce que c'est quand même l'édifice principal de notre belle ville de Sens. Mais il y a des petits trésors à Sens. Et en l'occurrence, dans la rue piétonne, aujourd'hui, on l'appelle comme ça, qui ne s'appelait pas comme ça. Et là, il y a énormément d'anecdotes dans cette rue, qui était la rue des commerçants au XIIIe siècle, je crois, XIIIe, XIVe siècle. Elle est même très, très ancienne. Si on remonte au temps, mais vraiment en très vieux temps, n'oubliez pas que c'est un des décomanies pour faire savon. Un décomanous, c'est-à-dire un axe est-ouest qui remonte à l'Empire romain. Oui, donc quand même. Hein. Alors à Play, on l'appelait Decumanus Maximus, ça fait bien. Maintenant, Grande Rue, c'est plus court et c'est français. Mais ça revient au même, hein, finalement. Oui, donc depuis des siècles et des siècles, nous arpentons la Grande Rue, en quelque sorte. Ça fait quelques siècles. Et c'était aussi, cette Grande Rue, effectivement, qui était la rue royale. C'est par là où arrivait le roi pour aller jusqu'à la cathédrale. Vous connaissez bien l'histoire, bravo. J'ai été très bien formé. La ville est coupée en deux, si je peux dire. La partie est, c'est pour l'archevêque. La partie ouest, c'est pour le roi, pour simplifier. Quand un archevêque est arrivé à Sens, il rentrait par la porte Notre-Dame, celle qui est au bout d'Arleténard. Quand un roi arrivait à Sens, au Grand Pont, il rentrait par la porte Dionne. Donc il remontait bien effectivement la Grande Rue pour se rendre au Palais Royal, qui existe toujours d'ailleurs. Hein. C'est le Palais de Justice. Et puis cette grande rue, comme vous l'appelez, était gorgée de commerçants. Et quand justement ce roi arrivait, ils étaient tous là alignés avec, moi je vais dire drapeau, mais c'est pas ce que vous diriez, mais tous avaient un drapeau pour justement accompagner le roi et toute sa cour. Il fallait faire les tapisseries, on tapissait, etc. On relevait les étaux pour éviter qu'on se colle dedans. Enfin bref, il y avait tout un protocole très raffiné pour accueillir le roi de France. Les grandes entrées du roi. Et puis, ensuite, on s'oriente un petit peu du côté. J'aimerais beaucoup que vous parliez un petit peu. Vous connaissez peut-être tous le collège Montpezat, qui était autrefois autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Si on remonte dans les temps très anciens, c'était l'hôtel des Tournelles. C'est-à-dire la maison refuge des abbés de Saint-Pierre-le-Vif. Saint-Pierre-le-Vif, c'est la grande abbaye royale, rue des As-Lorraine. Il y a longtemps l'ensemble savinien. Donc c'était l'hôtel des Tournelles. Et pendant la guerre de 100 ans, au début, en 1356, c'est la bataille de Poitiers, on est un peu perdu. Hein. Le dauphin Charles était resté tout seul, il avait des problèmes à Paris.
avec un certain Étienne Marcel. Bon, ben, lui, il se réfugiait où? À Sens. Et il habitait dans l'hôtel des Tournelles. Vous voyez, le dauphin de France a résidé dans cet hôtel des Tournelles, qui après a été acheté par la ville de Sens pour installer son hôtel de ville. Vous voyez, à la fin du XVIe siècle. Malheureusement, en 1622, sans en parler plus historiquement, on a perdu Paris. On s'est coupé en deux. Et pour remonter un peu le moral de la ville, on a décidé que pour le collège, on mettrait les gens les plus qualifiés, les jésuites. Ils devaient venir, mais pour ça, il fallait agrandir le collège, qui était trop petit, qui était dans la rue Thénard actuelle. On leur a donné notre hôtel de ville. Donc, les jésuites sont installés dans l'ancien hôtel des Tournelles. C'est devenu un collège, vous voyez, dès 1622. Et c'est resté donc les jésuites dans le moment. Après, ils ont été chassés de France, mais l'archevêque de Sens a mis des régents, c'est-à-dire des professeurs de l'université de Paris, jusqu'à la Révolution. Et avant la Révolution, on a reconstruit le grand bâtiment du collège, celui qui se trouve maintenant le long de la rue des Déportés de la Résistance. Et c'est un beau bâtiment construit par M. Huloriot de Montfeu. Je ne sais pas si vous connaissez M. Huloriot de Montfeu. Ah si, il m'appelle tous les jours. Ouais, il a une rue à Sens remarquable. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est dans l'île d'Yonne. Et la rue de l'île d'Yonne, à un moment, il y a une venelle minuscule, Huloriot de Montfeu, architecte. Alors c'est lui qui a fait la grande traverse. Vous savez que la rue, maintenant Général Leclerc, ben c'est lui. Bon, et le grand bâtiment donc, du collège, dit maintenant Montpezat, c'est lui qui est pas avec n'importe quelle pierre. L'archevêque de Sens a obtenu du roi la permission de démolir la grosse tour du roi. Et quand on regarde une vieille gravure de Sens, on voit que, vers les bords de Lyon, il y a une immense tour, la tour du roi. Vous savez, dans toutes les villes royales, dans un palais royal, il y a une grosse tour. Et par exemple, à Paris, le donjon, Villeneuve-sur-Yonne, et ben là, il y avait le même ici. Et ben on a fait de la récupération. À Sens, on récupère beaucoup. Donc, avec les pierres de la grosse tour, on a construit le collège, fait partie du collège, le long des déportés de la Résistance. Bon, la Révolution arrive, bah, évidemment, on ferme le collège, et ça devient un peu tout, une salpêtrière, vous voyez, on fait du salpêtre, une manufacture. Puis arrive la Restauration, l'archevêque a besoin d'un endroit pour mettre ses séminaristes, il rachète, et ça devient un grand séminaire. Il sera ragrandi après par Monseigneur Bernadou, sous le Second Empire, mais arrive 1905, séparation d'Église d'État, paf, on expulse les pauvres séminaristes, oui, et ça devient, pareil, quelque chose d'un peu polyvalent. Mais surtout, ça deviendra un hôpital temporaire pendant la guerre de 14-18. Et après, on vient installer l'école primaire supérieure. On revient au collège, je peux dire. Le lycée technique. Et puis après, bah, le lycée, on fera un nouveau lycée technique. Il y en a qui ont été, d'ailleurs. Et ça deviendra un collège. Collège Montpezat. Alors pourquoi Montpezat? C'est parce qu'il donne à la rue de Montpezat. Et la rue de Montpezat, c'est le nom d'un archevêque. Oui, on a un collège laïque et républicain qui prend un nom d'archevêque. Alors, monsieur de Montpezat habitait au palais des archevêques, de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y avait donc le collège des jésuites. Ben, il paraît, c'est ce que disent les mauvaises langues, que des fois les jésuites écoutaient ce qu'il disait dans son jardin. Alors, il n'a pas aimé, donc il a élargi la rue. La rue de Montpezat, c'est la rue ouverte par monsieur de Montpezat pour séparer de manière plus ou moins définitive son jardin d'orangerie, et le collège des jésuites. Enfin, donc maintenant, le nom de Montpezat est bien resté. Et puis donc maintenant, c'est donc le collège Montpezat, jusqu'à nouvel ordre. Ce qui est extraordinaire avec Bernard Louis, c'est qu'on voyage d'époque en époque, et on va revenir, si vous le voulez bien, sur un personnage, Jean Cousin. Oui. On a ce parc lequel? Fils. Jean Cousin, fils. Bah oui, bon, il y a les deux. Hein. Oui, il y avait le père et le fils. Oui, oui. Ouais, parce qu'au début, il y en avait bien deux. Mais après, on a oublié qu'il y en avait deux. Donc, on n'avait plus qu'un. Quand on avait la statue de Jean Cousin dans le soir Jean Cousin, ben, il y avait un Jean Cousin. Un point, c'est tout. Puis après, les études de M. Roy ont montré au début du XXe siècle, tiens, il y a deux Jean Cousin. Le père et le fils, le problème, c'est qu'ils avaient tous les deux Jean. Alors, évidemment, ça brouillait un peu les pistes. Hein. Jean Cousin père, Jean Cousin fils. Alors, au début, on croyait que Jean Cousin avait vécu 100 ans, évidemment. Ouais, 490, 1580, non, ils se sont mis à deux pour faire ça quand même. Hein. Le père est mort dans les années 1560 et le fils, bah, il a fait une trentaine d'années. Alors tous les deux sont de bons artistes, il n'y a pas de problème. Hein. Le premier, le plus connu, si je veux dire, Jean Cousin père, parce que vous savez, une de ses œuvres est conservée au Louvre.
Eva, prima, Pandora. Ève, la première Pandore. Vous voyez, ce mélange entre l'Antiquité et la chrétienté. Mais le deuxième se trouvait pas mal. Il a été, par exemple, l'entrée du roi Charles IX, c'est lui qui a fait les décors dans la ville, qui a fait les arcs de triomphe, qui a travaillé à Fleurigny. Enfin bref, vous voyez, on se retrouve un peu partout. Et donc là, on peut être fier des Jean Cousin. Alors oui, il y a une seule statue de Jean Cousin. C'est pour ça que quand on s'aperçoit qu'il y en avait deux, on dit pourquoi il n'aurait-il pas deux? Bon, on ne garde qu'une seule. Hein. Vous savez que la fameuse maison dite de Jean Cousin n'a jamais abrité Monsieur Jean Cousin. Non, parce que c'est devenu un musée au début du XXe siècle. Et comme notre grand bonhomme, depuis la Renaissance, c'était Jean Cousin, sans savoir qu'il y en avait deux, on appelait ça le musée Jean Cousin. Alors c'est vrai que jadis, un des propriétaires avait comme propriété justement ce tableau de la première Pandore. Donc il y a un petit lien, et c'est une maison du XVIe siècle quand même, hein. Donc il y a un petit lien avec Jean Cousin. Mais pas vrai, pas vraiment. C'est pas la maison de... Bien que la rue s'appelle la rue Jean Cousin, d'un côté. Hein. Et ça c'est au 1848. On a voulu honorer ce personnage, bon, sans savoir qu'il y en avait deux. Donc il y a bien une rue Jean Cousin, un square Jean Cousin et une maison Jean Cousin. Tout ça, les deux en même temps. On doit quand même quelques vitraux de cathédrale au fils Jean Cousin. Au père ou au fils. Ah. Et on n'est même pas sûr, on n'a pas les contrats. Ben non. On sait que le fils a beaucoup travaillé à Fleurigny. Là, on est sûr. Pour la cathédrale, on n'est pas sûr. C'est des contrats privés. On n'a pas, mais ça y ressemble, c'est le style. Quand on est bien d'accord, on peut dire c'est du style Jean Cousin. C'est déjà très bien. Et puis il y a un autre personnage, un premier journaliste qui est apparu à Sens. Ah oui, Théodore Tarbé. Monsieur Tarbé, c'est qu'à Sens, au XVIIIe siècle, on est très moderne. On met des noms aux rues, on met des numéros aux maisons, et on a un journal. Enfin, un journal qui paraît pas tous les jours, malgré le nom journal. Mais enfin, il paraît toutes les semaines, c'est pas mal. Au début, il n'est pas très amusant. On l'appelle les affiches de Sens. Parce qu'on publie tous les arrêtés, enfin toutes les ventes, etc. C'est pas d'un guet absolu. Mais finalement, Théodore Tarbé va arranger ça, mettre des anecdotes, faire des histoires, raconter des histoires de monuments. Enfin bref, des jeux, des charades, la loterie royale. Enfin bref, ça devient de plus en plus un journal comme on le connaît maintenant. Et donc, il va subsister, enfin avec Tarbé, jusque dans les années 1844. Oui, donc ça fait quand même un bon petit moment où on a eu ces affiches de Sens qui sont très intéressantes, anecdotiques, mais qui racontent, pas jour par jour, mais moment par moment, une grande partie de l'histoire de Sens. On voit bien comment les choses évoluent au cours des gouvernements, parce que là, il s'en est passé des choses. Hein. On commence sous la royauté, la révolution arrive, l'Empire revient, la royauté revient. Vous voyez, pas facile à suivre, surtout mettre l'entête du journal. Hein. Imprimeur du roi, imprimeur de la République, imprimeur de l'empereur, c'est compliqué à suivre hein, des fois. Il faut faire très attention suivant les régimes. Et puis, il paraît, je ne sais pas, il paraît que Sens a failli être la capitale de la France. Elle est la métropole, déjà pas si mal. Alors là, je vais citer Louis XI, j'aime bien Louis XI. Il a dit, quand il a rétabli l'échevinage, en 1475, je suis précis, il a dit que Sens est le chef de mon royaume à cause de sa dignité ecclésiastique. Chef, capitale. Comme il dit, c'est le roi. Alors, il faut s'expliquer. Sous l'Ancien Régime, il y a 3 ordres. Clergé, noblesse, tiers état. Et le premier ordre, c'est le clergé. Le deuxième, c'est la noblesse. Le troisième, c'est le tiers état. Vous savez, le troisième tiers qui fait 95%, mais ça, c'est les maths de l'époque. Hein. Donc, le clergé étant au-dessus de tout, comme l'archevêque de Sens, c'est métropolitain de France, Sens est donc au-dessus du roi. Ah, quand même, hein, chef du royaume de France. Et c'est le roi qui le dit, c'est quand même pas mal. Hein. Évidemment, le roi s'assied plutôt à Paris ailleurs, mais n'empêche, du point de vue ecclésiastique, comme c'est l'Église qui est au-dessus de tout, on a droit au titre. Alors de métropole, ça veut dire métropole, c'est-à-dire la ville mère. Parce qu'elle a des filles, la ville de Sens, vous les connaissez. Donc 7 filles qui forment le canton. Chartres, Auxerre, Meaux, Paris, Orléans, Nevers et Troyes. Tout ça, c'est des Sénonais. Ils l'ont un peu oublié, je suis bien d'accord. Mais c'est donc la Maxima Sénonia, héritière d'une province impériale. Et sous l'Empire, Sens. Et à la tête, la métropole, on dit métropole, ça veut dire ville-mère, donc les 7 filles, d'une grande province de l'Empire. Eh bien, quand l'Église devient officielle, elle ne se revendique pas la ville, elle prend exactement la structure de l'Empire. Dans chacune de ces villes, elle mettra un surveillant,
En grec, un épiscopoi, en français, un évêque. Et à Sens, ça sera l'évêque de la métropole. Que plus tard, à l'époque de Charlemagne, on appellera un archi-évêque, un archevêque. Et tout se suit. Nous sommes les héritiers d'un long passé, si je peux dire. Et c'est vrai qu'on a le droit, on peut le dire, c'est mieux métropole. Chef du royaume. Bon, depuis, ça a un peu changé, on a eu des petits problèmes. Sens capitale de la France. Oh. Bernard, vous pouvez évidemment retrouver toutes ces histoires lors du long promenade du printemps, l'été, peut-être même l'hiver, quelquefois aussi. C'est plus rare en hiver, mais ça arrive. En hiver, c'est fait plus frais, évidemment tout l'été, mais aussi vous avez participé à ces ouvrages, en l'occurrence Sens, première cathédrale gothique, et les vitraux de la cathédrale de Sens. Ça, c'est des participations que vous avez faites sur ces ouvrages. Tout à fait, c'est-à-dire la cathédrale de Sens le mérite, entre guillemets. Enfin, on essaye de se mettre à son service. Et on avait fêté les 850 ans de la consécration d'hôtel Saint-Pierre-Saint-Paul. Attention, ce n'est pas la consécration de la cathédrale, elle existait depuis longtemps, même déjà à cette époque-là. Mais le pape était à Sens, ça tombait bien, en 1164. On lui a demandé de faire un petit truc, je veux dire, de consacrer un hôtel, l'hôtel de Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est normal pour un pape, Saint-Pierre. Hein. Derrière le maître-autel. Et c'est la seule date de sûr qu'on a pour la cathédrale. Donc on a pris cette date-là pour faire les grandes fêtes par rapport à la cathédrale. 1164, date référence. Donc c'est pour ça qu'on avait fait donc un colloque pour les fêtes du 850e anniversaire avec le site archéologique, et puis donc fait un ouvrage sur les vitraux, hein, en collaboration avec tout un ensemble, toute une équipe, des photographes, etc., pour montrer la richesse en vitraux des cathédrales de Sens. Oui, qui est très riche, très éclectique, parce qu'il y a des vitraux médiévaux et des vitraux Renaissance, ça va même jusqu'au 19e siècle, bref, on a un petit peu de tout. La cathédrale, comme on dit, mérite le détour. Alors, l'interview va s'arrêter, je vais vous laisser ensuite comment tout se fait face à notre public. Juste pour l'interview, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce nouvel ouvrage qui vient de sortir et qui s'appelle Une cité d'art et Sens, une cité d'art et d'histoire? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet ouvrage? On a essayé de condenser, parce que le contrat, c'était avec la ville de Sens, le maire et Laurence de Goupil avait dit il manque quelque chose, un ouvrage, qui ne soit pas trop gros, qui ne soit pas trop petit, parce que le dernier sur l'histoire de Sens, c'est M. Paruseau. On avait 1970. Avant, c'était Frédéric Bitton en 1943, ça tombait mal. Et puis, oui, il y a des choses gênantes. Et après, c'était 1848, avec l'archer de la Vernade. Bon, il fallait un peu actualiser. Donc, c'est un format pas trop grand, moins de 100 pages. On essaye de condenser un peu l'histoire de notre vieille cité. Voilà, l'idée, c'était ça. Est-ce qu'on retrouve un petit peu ces anecdotes dont on vient de parler là pendant un quart d'heure? On a infusé quelques-unes. Voilà. Quelques-unes, très bien. Et ben, je vous remercie beaucoup, Bernard. On peut applaudir Bernard, s'il vous plaît. Et puis, je vais le laisser avec vous. N'hésitez pas à lui poser